Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Dans quelques jours, la météo va enfin égayer nos journées. À partir du 21 mars, les oiseaux chantent, les arbres bourgeonnent, les fleurs colorent la nature, les animaux sont amoureux et les journées ensoleillées, bonnes pour le moral et la santé. Cette belle saison nous fait sortir de la grisaille et de la morosité. Ce qu'il faut surtout retenir de tout cela, c'est que le printemps est à l'instar de la démocratie. Égayé, chanté, coloré, amour, ensoleillé, bon pour tout le monde. La santé a rajouté évidemment liberté, épanouissement, vraie valeur, autant de choses que nous inspire également donc cet art de vivre que j'ai cité un petit peu plus haut, la démocratie. Bonsoir messieurs, bonsoir Philippe, bonsoir Bruno, bonsoir Jean-Pierre et bonsoir à vous messieurs dames qui nous regardez. Bonsoir à tout le monde et merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais un petit peu contrer ce que tu viens de dire sur le printemps, effectivement. Alors je sais pas où sont les uns et les autres, ceux qui nous écoutent et ceux que nous sommes autour de ces caméras, mais selon les circonstances, on est au chaud, au tiède ou au froid. Et en l'occurrence, la majorité, c'est le froid. C'est-à-dire qu'on constate aujourd'hui dans l'hémisphère nord de cette belle planète que le froid sévit partout, avec pas mal d'acuité, à savoir par exemple tempête de neige en Chine, donc on est 17 mars, sauf erreur de ma part, tempête de neige en Chine, en Italie, c'est plus près de nous quand même, en France, alors là c'est très près de nous, en France on a des zones très très fraîches, notamment dans le sud-ouest, où on a vu passer les grues, etc. Et puis aux États-Unis d'Amérique également. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a tout un tas de pays comme ça ponctuellement qui reçoivent des vagues de froid très 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 sporadiques. Alors, on est quand même dans une confirmation d'un refroidissement, enfin d'une période un peu froide de la planète que tous les scientifiques s'accordent à reconnaître. Il n'y a pas de problème. Tous les bons, les vrais, les authentiques scientifiques, évidemment. Hein. Je ne vous parle pas de ceux qui nous parlent du réchauffement planétaire, de réchauffement de la planète à tous les instants, matin, midi et soir. Voilà. Alors qu'on attend toujours la preuve ou un indice qu'effectivement la planète se réchaufferait, ce qui est apparemment au niveau du ressenti humain, c'est l'inverse. Et puis scientifiquement, d'après les mesures scientifiques, c'est aussi l'inverse. Donc, un mensonge de plus, une illusion de plus, qui faut-il croire? Voilà, donc le feuilleton du réchauffement climatique continue, mesdames et messieurs. Alors, c'est pour ça climatique est une très bonne manne économique pour l'État. Il y a des taxes dans tous les sens, on voit pour les voitures, les bonus, etc., etc. Et en même temps, est-ce que c'est vrai? Évidemment non. Oui, Bruno. C'est pour ça, les amis, que maintenant, on n'entend plus parler de réchauffement climatique, mais de dérèglement climatique. Ils sont devenus prudents. C'est ça. Ils arrivent à expliquer que parce qu'il fait plus chaud, donc il fait plus froid, quoi. Ils sont assez forts. C'est comme se vacciner pour protéger les autres, hein. C'est à peu près du même niveau. Ça se ressemble. C'est en tout cas la même logique et c'est produit par les mêmes personnes qu'on voit à la télévision, très probablement. Voilà. Donc on pourrait peut-être à cette étape voir la vidéo. Oui, absolument. Pensez-vous qu'il y ait de la corruption chez les eurodéputés? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder, c'est l'actualité en images. 163, c'est le nombre d'eurodéputés qui sont impliqués dans des affaires ou dans des scandales sur les 704 qui siègent au Parlement européen, selon un collectif de médias. Alors cette semaine, une vingtaine de perquisitions ont eu lieu en Belgique dans une enquête pour corruption au sein du Parlement européen en faveur de l'entreprise chinoise Huawei. Mais alors, quelle est l'ampleur de ces affaires de corruption au sein de l'Union européenne? Pourquoi l'enjeu est-il aussi important? Alors, l'information a été révélée ce jeudi par le média d'investigation Follow the Money avec 2 journaux belges, Le Soir et Knack. Le siège de l'entreprise technologique chinoise Huawei à Bruxelles et plusieurs domiciles en Belgique ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête sur une potentielle corruption. La police a confisqué des documents et des appareils électroniques et plusieurs personnes ont été interpellées pour être auditionnées selon le parquet belge. Le juge belge qui est chargé de l'enquête a aussi fait poser des scellés dans plusieurs bureaux du Parlement européen à Bruxelles, en Belgique et à Strasbourg, notamment ceux de 2 assistants parlementaires. Et enfin, on a appris qu'un suspect avait été arrêté en France. Alors de quoi parle-t-on exactement? Eh bien en fait, l'enquête concerne des faits de corruption active au sein du Parlement européen, ainsi que, je cite, des faux et usages de faux dans le cadre d'une organisation criminelle, concrètement des lobbyistes de
L'entreprise chinoise aurait versé des pots de vin à des députés européens pour tenter d'influencer le processus de décision de l'Union européenne. Selon les médias belges qui citent des sources anonymes, une quinzaine d'eurodéputés pourraient être impliqués. Il s'agirait à la fois de députés actuels, mais aussi d'ex-députés. Dans son communiqué, le parquet fédéral belge évoque une corruption qui serait potentiellement exercée de manière régulière et discrète depuis 2021 et qui peut prendre diverses formes. Il y a donc les rémunérations en échange de prises de position politique ou encore des cadeaux démesurés, notamment des notes de restaurant, de voyage ou encore des invitations fréquentes à des matchs de foot. La corruption, la gangrène des institutions. Alors Sylvain, ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier parce que ceux qui nous écoutent depuis des années doivent se rappeler que nous avons eu notre ami lanceur d'alerte Franck Coustet qui est venu déjà dénoncer ce qu'il dénonce depuis 2014, c'est-à-dire un scandale qui touche le Luxembourg, Jean-Claude Juncker, à l'époque où il était président de la Commission européenne. On a aussi Ursula von der Leyen qui est poursuivie pour ses soi-disant SMS avec les vaccinateurs, n'est-ce pas? Et puis on a aussi carrément la Commission européenne qui est soupçonnée, plus que soupçonnée d'ailleurs, d'avoir versé elle-même des pots de vin à des députés pour qu'ils acceptent de voter le Green Deal. Et donc tout ça, c'est pas étonnant. C'est quelque chose qui dure et qui dure et qui dure depuis pratiquement que la communauté européenne existe. Alors on pourrait compléter le tableau avec des bruits qui courent, ça veut dire que ça mérite d'être vérifié. Mais simplement que la proposition faite par Madame von der Leyen de collecter 800 milliards à terme pour pouvoir lutter contre une éventuelle invasion russe, on va en reparler, eh bien cette proposition qui a été faite devant tout le monde, quand tout le monde est au courant de ça, aurait été retoquée tout simplement par les parlementaires eux-mêmes, qui auraient dit, ben non madame, non merci, sachant que il y a déjà des pays qui ont dit non. La Hollande, qui est juste à côté de Bruxelles, n'est-ce pas, a dit, les députés hollandais ont dit qu'ils ne se ralliaient pas à cette proposition. L'Italie a fait la même chose, etc., etc. Pour la corruption, ma foi, on sourit quand on voit le reportage, parce que se faire offrir des places de foot ou d'autres choses, ça fait sourire par rapport à la disproportion avec la réalité des choses. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les mêmes zones de prix et de tarifs que celle qu'on veut bien nous montrer. On est bien au-dessus et la corruption se passe de façon beaucoup plus discrète. Voilà. Et puis ça me rappelle également la réflexion de monsieur Philippe de Villiers, qui lorsqu'il était lui-même député avait marqué à l'entrée de sa porte de son bureau de député européen interdiction aux chiens et aux lobbyistes. Alors ça nous avait tous fait rire, mais ça dit bien les choses, c'est-à-dire que il ne compte pas les lobbyistes comme des chiens, ça n'est pas du mépris, mais il les considère comme des animaux dangereux plutôt, hein, qui peuvent mordre. C'est peut-être pour ça qu'il a mis cette pancarte-là. Voilà, donc tout ce qui concerne la corruption et enfin tout malheureusement non, pas tout, hein, mais une partie de ce qui concerne la corruption en Europe et bien entendu à tous les niveaux de chaque pays de l'Europe. Voilà. Très bien. Avant de lancer le sujet du jour, j'aurais juste dire un petit quelque chose sur la force talentueuse mentale et sur le caractère de notre Premier ministre, Monsieur Bayrou, qui face à Donald Trump, qui a décidé donc de droit de douane, ce qui est tout à fait normal, eh bien Bayrou, lui, a décidé de taxer le Bourbon américain. Oui, oui. Allez, le sujet des hostilités à la mode de chez qui? À boire avec modération. Ah bah évidemment, ça se comprend. Alors, des hostilités à la mode de qui? Ben, justement, donc on parle d'hostilité en ce moment, c'est un mot qui remplace un autre pour, je dirais, ménager la sensibilité des femmes et des enfants et des quelques-uns d'entre nous qui sont sensibles à ça. Donc, hostilité, c'est un mot qu'on va retenir. À la mode de qui? C'est-à-dire la question, c'est qui en est à l'origine, qui la veut, qui ne la veut pas, cette fameuse hostilité. Aujourd'hui, on se pose des questions. Alors, je vais commencer par en ordre chronologique, je dirais. On a eu la semaine dernière, donc, de la part de Monsieur Poutine, une action militaire de poids dans
dans l'objectif de libérer Koursk, qui est une ville, je le rappelle, russe, qui a été envahie par des troupes ukrainiennes qui ont cru bon de faire ça, de les envahir, et qui se retrouvent plus ou moins encerclées jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et très récemment, elle se retrouve complètement encerclée suite à un stratagème qui a mis au point cette armée russe, qui est du même ordre, je dirais, que le cheval de Troie du temps de la guerre de Troie. C'est du même ordre dans la mesure où ils ont utilisé comme passage direct pour passer derrière leurs ennemis, donc les troupes ukrainiennes. Ils ont utilisé les fonctions d'un pipeline ou d'un gazoduc plutôt qui était vide puisqu'il avait été fermé par les propres mains de Monsieur Zelensky, qui ne voulait plus que le gaz russe passât par l'Ukraine. Et bien voilà, donc résultat des courses, les Russes l'ont utilisé comme cheval de Troie, donc ils ont fait pénétrer pas moins de 800 hommes derrière les lignes ukrainiennes, qui ont, avec beaucoup d'agilité, beaucoup d'abnégation et beaucoup de courage surtout, à mon avis, parce qu'il en faut pour crapahuter dans un tube qui fait 145 cm de diamètre, c'est pas énorme, faire passer 800 personnes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout naturellement, lorsque notamment les troupes russes qui venaient de franchir la distance de 16 km, quand même, 116 km avec ce tube, eh bien, ils ont réussi à prendre par derrière les Ukrainiens qui sont partis en débandade, évidemment, et qui se font tirer, passez-moi l'expression, comme des lapins. Alors, justement, par rapport à ça, Monsieur Trump, changement de personnage, on passe de Monsieur Poutine à Monsieur Trump, vient demander à Monsieur Poutine d'arrêter ce massacre. Car c'en était un, tir au lapin. Alors, je ne sais pas si Monsieur Poutine avait demandé à ce qu'on tirât au-dessus de leur tête ou quoi, mais toujours est-il que tout le monde n'a pas été massacré, et pourtant, il y a des dizaines de milliers de personnes. Là, ça concerne pas quelques personnes, ça concerne des dizaines de milliers de soldats ukrainiens pris en tenaille, désormais pris en tenaille, et qui attendent soit de se rendre, soit la mort. Comme on leur dit de pas se rendre, je vous laisse conclure. Oui. Philippe, on a vu aussi un militaire russe interviewé, est très en colère, disant qu'il avait reçu des ordres de ses supérieurs de ne pas tirer sur les soldats ukrainiens en débandade. Il regrettait de ne pas pouvoir tirer dessus. Apparemment parce que c'est Trump qui a fait pression pour éviter qu'il y ait un massacre. Absolument, donc ça confirme tout ce que nos informations. Et donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que Monsieur Poutine obéit aux demandes de Monsieur Trump, comme il n'aurait pas obéi à l'OTAN ou à la communauté européenne ou à je ne sais quelle organisation. Donc il y a bien une liaison entre M. Poutine et M. Trump qui fonctionne. Et à la demande de M. Trump, M. Poutine a arrêté un massacre de soldats qui ne sont pas des soldats américains, qui sont des soldats ukrainiens. Donc là, on est dans le secours social. Enfin, on est au-delà de l'affrontement guerrier, quoi. On est aussi dans la volonté d'épargner des vies. Voilà. Et Monsieur Poutine accepte d'autant plus facilement, j'imagine, que ces fameuses troupes ukrainiennes, elles sont composées de gens qui parlent la moitié russe ou quasiment carrément le russe. Ce sont des cousins des Russes, n'oublions pas. Donc il y a pas la volonté de massacrer des cousins qui, la plupart d'entre eux, ont été recrutés dans la rue de manu militari, comme on dit, c'est-à-dire par la force des armes, qui ont dépassé la quarantaine pour beaucoup d'entre eux, et même carrément bien plus que la quarantaine, et qu'on a utilisé comme chair à canon pour cette opération d'invasion de la Russie, donc vers la Russie, vers Koursk. Et quel était l'objectif de cette invasion? C'était justement de voir des soldats ukrainiens de se faire massacrer, de filmer l'opération d'en haut ou du sol, et d'en faire évidemment une diffusion sans modération sur toutes les télés d'Europe et du monde, pour pouvoir enclencher, devinez quoi, une guerre bien plus étendue, et ce qu'on appelle la Troisième Guerre mondiale. Piège dans lequel, évidemment, Monsieur Poutine et Monsieur Trump ne sont pas tombés, et aujourd'hui, ce sont eux qui passent pour les chevaliers blancs pour avoir sauvé la vie de ces soldats, contre, je comprends très bien la position du soldat russe qui se plaint que parce qu'il a fait le boulot et on lui reprocherait presque, on lui enlèverait presque le gibier de la bouche, si je puis dire. Oui, c'est comme ça, c'est la guerre, c'est les horreurs de la guerre d'un côté, et puis de l'autre côté, c'est quelquefois les bonnes surprises de la guerre. C'est-à-dire que ayant marqué des points, ayant marqué un point décisif, eh bien, il ne voyait pas, Monsieur Poutine, la raison de continuer à massacrer des gens, des êtres humains, tout simplement. Donc ça, c'est très oui. Alors, Philippe, je voulais aussi intervenir pour dire une petite chose. Poutine ne rit pratiquement jamais. Vous savez ce qu'il faut faire pour qu'il lui parle de Macron?
J'ai pas compris ce qu'il faut faire pour lui, faut Il lui faut parler lui de... parler de Macron. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça le met Tout à coup, Poutine est hilar. Poutine ne sourit que quand on lui parle de Macron. Si vous l'avez vu, oui. on l'a vu en direct. Alors, on entend des voix, je sais pas si ça vient de ton côté. Oui, ça vient du mien, pardon. J'apprécie beaucoup l'humour de ce monsieur. Voilà, bah écoute, si tu veux compléter ton ressenti et dire autre chose sur le sujet. Oui, je veux bien, si vous m'entendez sans trop de voix autour. J'ai créé un mot. En tant qu'artiste, je m'autorise le droit de créer les mots qui me conviennent. Et quand j'ai entendu le mot hostilité, j'ai créé le mot hostilité qui consiste à accueillir son autre tel qu'il est, avec joie et sérénité, sans lui permettre évidemment de faire n'importe quoi et de faire des choses qui seraient nuisibles aux autres, mais de l'accueillir dans son cœur. L'hostilité, voilà, je préfère ce mot au titre de l'émission, mais évidemment, nous sommes là pour parler des choses réelles qui se passent sur Terre. Alors, merci d'avoir entendu. Alors, merci Jean-Pierre. Alors, justement, moi, je vais parler de l'hostilité, mais pas la même dont on a parlé jusqu'à maintenant. Je vais parler de l'hostilité, justement, des corrompus, c'est-à-dire de tous les oligarques, de tous les politiciens, que ce soit ceux de l'Europe ou ceux de la France, qui sont hostiles en permanence vis-à-vis de la notion de démocratie. Dans le mot république, normalement, on a res publica qui veut dire donc la chose publique. Le problème, c'est que ces mots-là n'ont jamais véritablement été utilisés, que ce soit dans la Ve République ou dans les précédentes, depuis la Révolution française et même avant. Alors que dans la démocratie, on a véritablement quelque chose qui donne au peuple sa souveraineté et son pouvoir, sans qu'il y ait nécessité d'avoir des lobbies ou d'avoir des pressions sur des représentants. Parce que dans la vraie démocratie, et ce sont des gens qui sont tirés au sort pour une durée limitée, donc ils ne peuvent pas se laisser corrompre. Et c'est ce qui fait peur. C'est ce qui fait peur à toute cette oligarchie et tous ces politiciens, c'est de savoir qu'il existe un autre système politique qui n'a jamais été appliqué, sauf il y a 2500 ans à Athènes, et qui est la véritable démocratie. Donc évidemment, il faut comprendre que ces gens-là sont hostiles de plus en plus parce qu'ils se rendent compte que les peuples se réveillent et qu'ils veulent une vraie démocratie. Donc ils vont perdre leur job, ils vont perdre leur place et surtout, ils vont perdre tout le pognon qu'ils se mettent dans les poches. Voilà ce que je voulais rajouter en parlant d'une certaine forme d'hostilité qui existe actuellement vis-à-vis des peuples. Alors, je vais te rejoindre, Bruno, parce qu'effectivement, tu fais bien de mettre en opposition démocratie, république. Bon, on a déjà beaucoup parlé de ça sur cette antenne, mais on en reparlera sûrement. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que demain, mais quand je dis demain, c'est vraiment demain, hein, Monsieur Trump et Monsieur Poutine ont décidé de se parler. Alors, je ne sais pas si c'est par téléphone ou simplement dans le même bureau, s'ils vont se déplacer, mais ils ont décidé de se parler. Alors, et chacun dit, bah, ils vont se partager le monde, ils vont se partager l'Ukraine, et puis ils vont peut-être même se partager le reste du monde, et c'est nous le gâteau, quoi. Il y a plein d'idées qui traversent comme ça l'esprit des Français ou des autres. Donc voilà. Alors moi je me dis, c'est peut-être pas aussi restrictif que cela. C'est-à-dire que le Yalta, on a tous connu en 1945 la conférence de Yalta, où effectivement à cette occasion-là, les trois personnages en présence, que ce soit Roosevelt, que ce soit Staline, que ce soit Churchill, c'était effectivement partager l'influence, au moins l'influence dans une partie du monde. Et là, nous disons que peut-être ils sont en train, Monsieur Poutine et Monsieur Trump, sont-ils en train de discuter non seulement d'un partage géographique, mais aussi d'une mise en scène, en quelque sorte, ou d'une mise en œuvre d'une autre forme de politique. Car je pense que pour eux, comme pour nous, il est important et urgentissime de s'orienter vers des politiques différentes, des systèmes politiques différents. Voilà. Donc on a essayé la royauté, on a essayé la tyrannie, on a essayé la république, et il nous reste quoi? Bah, il nous reste la démocratie par élimination, si je puis dire, hein. Et sans jeu de mots ou avec jeu de mots, parce que la démocratie, si elle s'est arrêtée d'un coup
au 5e siècle avant Jésus-Christ, au 4e même, au 4e siècle, c'est parce que tout simplement ceux qui l'avaient porté, ceux qui l'avaient mis au pouvoir, si je puis dire, en tant que système politique, eh bien ceux-là ont été tout simplement massacrés, pourchassés, exactement comme on a pourchassé par exemple, pour prendre une comparaison, les Cathares au XIIIe siècle en France, hein, ça a été vraiment une meute et une curée quoi, la curée. On a vraiment tué tout le monde. Et d'ailleurs, souvenez-vous que au temps des Cathares, des personnes qui faisaient remarquer qu'on faisait pas la différence entre un Cathare et quelqu'un d'autre, parce qu'ils avaient la même couleur de peau, les mêmes cheveux, la même façon de parler. Bref, c'était des êtres humains, eux aussi, et qui n'avaient pas de signe distinctif particulier. Et l'évêque de Béziers a dit, bah écoutez, c'est pas grave, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Donc c'est une façon de faire la guerre et de faire la paix qui est assez radicale. Donc voilà, donc aujourd'hui, on se dit que peut-être Monsieur Trump et Monsieur Poutine sont en train de réfléchir, puisqu'ils sont les puissants de ce monde, voilà, en tout cas ils veulent se présenter comme tels, sont en train de réfléchir à nous offrir une autre vision de la politique que celle que nous avons eue jusqu'à maintenant au travers de systèmes comme la République, qui n'a fait que répandre la corruption. On en parlait encore tout à l'heure. Voilà ce que je voulais rajouter à ce que tu venais de dire pertinemment, Bruno. Alors, je voudrais dire, donc, répéter que demain, 18 mars, hein, si je me trompe pas, il y a une rencontre entre Poutine et Trump qui va être, à mon sens, pleine d'informations géniales, quoi, hein, il va falloir se pencher dessus. Quand je dis génial, ça ne veut pas dire qu'on sera forcément être joyeux, parce que ce sera du Trump, parce que ce sera du Poutine. Or, ici, nous ne sommes pas là pour donner des accessites aux uns ou aux autres en disant ils ont bien fait, ils ont mal fait. Bref, on ne prend pas parti, d'autant moins que nous ne sommes pas partisans, que nous ne sommes pas un parti et que nous ne voulons plus des partis politiques au sein du CNT-FCH. Donc on ne prend pas parti. En revanche, on marque ce qui est positif pour les êtres humains et puis on regrette ce qui est négatif. Voilà, on se permet ça. Donc voilà, donc demain un dialogue, on verra bien de ce qu'il en sortira. Et puis pendant ce temps-là, ce que je veux dire, c'est que le Parlement européen refuse la demande de 800 milliards de Madame von der Leyen qu'on évoquait tout à l'heure. Donc ça, c'est la chronologie des faits, quoi. C'est la chronologie des hostilités, en fait. Hein. J'appelle ça une hostilité parce que Madame von der Leyen a fait une proposition à un parterre qui normalement est à sa botte, si je puis dire, hein, et qui normalement lui obéit parce qu'ils se connaissent tous et qu'ils déjeunent ensemble et plus c'est affinité. Mais là, si vous voulez, elle s'est pris un revers, quoi, véritablement. Donc ça, c'est quelque chose de remarquable pour nous, parce que ça nous arrange de savoir qu'on va peut-être pas tout de suite, en tout cas, nous prendre nos économies pour les donner à Monsieur Zelensky pour faire sa guerre. Voilà, donc ou simplement pour que cet argent soit utilisé à des fins qu'aujourd'hui on n'est pas en mesure d'imaginer, par exemple. Voilà. Voilà. Je veux rajouter une chose à ce que tu dis, Philippe, c'est que si en 2017 le général de Villiers n'avait pas été obligé de démissionner, le budget de l'armée aurait augmenté depuis bien longtemps. On n'aurait pas perdu 7 ans. Et si le confinement dont on vient de fêter les 5 ans de triste mémoire n'avait pas eu lieu, il n'aurait pas été nécessaire d'inventer et de créer 750 milliards d'euros à partir de rien. Qui ont servi soi-disant à faire ce que disait Macron, c'est-à-dire quoi qu'il en coûte, et ce qui a permis d'augmenter la dette de la France de plus de 1000 milliards. Donc c'est vraiment de la bonne gestion, n'est-ce pas? Alors le Premier ministre du Canada a réservé sa première rencontre diplomatique, si je puis dire, avec un pays étranger, avec la France, et donc avec Monsieur Macron. J'ai oublié son nom, c'est un certain Monsieur Kane, c'est Monsieur Kane, je crois que c'est ça, hein, qui est désormais le Premier ministre du Canada, ayant remplacé Monsieur Trudeau, comme vous le savez déjà. Et donc, quel est le sens de sa démarche auprès de la France? Eh bien, tout simplement, c'est de se solidariser les uns les autres, se dire qu'on n'a jamais été aussi copains et qu'il faut vraiment se dresser contre l'ours russe ensemble, solidairement, etc., etc. Alors oui, bien sûr, pas de problème, on est d'accord. Nous dit Monsieur Kane, qui vient d'où? Bah, c'est un monsieur dont on ne s'est pas caché que il fait partie de leur nouvel ordre mondial, tout simplement. C'est le digne successeur de Monsieur Trudeau. Voilà, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes types de personnes. Voilà, donc
alors pour se solidariser, très intéressant. Alors on a une logique d'amalgame comme ça entre le Canada, la France, peut-être l'Europe, on ne sait pas. Et maintenant, on a un nouvel entrant, c'est la Turquie. Ah bah oui, celle-là, on l'a pas vu venir, hein. Donc la Turquie, on voit des photos de Monsieur Erdogan en train de serrer la main à Ursula von der Leyen. Alors, sur quoi se sont-ils mis d'accord? J'en sais rien. Est-ce que ça porte sur des choses militaires? Il y a fort à parier. Et qu'est-ce que monsieur Erdogan a à y gagner? Ben, peut-être enfin, c'est moi qui le dis, hein, peut-être à terme, une entrée dans l'Europe. Finalement, il n'avait pas pu faire il y a 20 ans, mais qu'il pourrait faire rapidement maintenant. Est-ce que ça l'intéresse encore? Je ne sais pas. Mais disons qu'il y a un rapprochement entre la Turquie et l'Europe qui s'est fait. Sera-t-il suivi des faits? Ça, on ne le sait pas, mais il y a des accords en cours et il y a évidemment des accords militaires, sachant l'influence de la Turquie, notamment dans l'Orient, dans le Proche-Orient, hein, qui est grande. C'est la plus grande armée de la région, hein, après la Russie, l'Iran, puis la Turquie, dans cet ordre-là, je crois, hein. Donc l'Iran est un petit peu plus loin, mais la Turquie, c'est près de chez nous, hein. Et donc de là à dire que puisque c'est près de chez nous, ça va être chez nous, il n'y a qu'un pas, la tendance étant à l'annexion, hein, souvenons-nous de ce qu'on a dit au sujet de l'Ukraine, hein. Donc voilà. Donc, y a-t-il d'autres choses que vous souhaitez rajouter suite à mes réflexions? Oui, je veux bien. Vous m'entendez Ah bien. correctement? Oui. Très bien. Alors, j'ai entendu Philippe citer la parole d'un évêque, tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. Et je me permets à nouveau de créer un autre type de parole. Préserver tant que possible à tous la vie, et la vie reconnaîtra les siens. Et à ce sujet des siens de la vie, je dis tous plus saints. Merci d'avoir entendu. Et n'oublions pas les animaux non plus. Un jour, Dieu reconnaîtra les chiens. Oh, alors là, on attend des sommets, là. Ah ben c'est vendredi, hein. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Ah, Mais voilà. on est lundi, on n'est pas vendredi. Eh ben voilà, raison de plus. En tout cas, bravo à Jean-Pierre pour sa réflexion tout à fait positive et comment dirais-je, marquée par le bon sens. Bien évidemment, la vie, ça supplée tout, hein. On veut la vie et non pas la mort. Et cet évêque de Béziers, puisque c'était l'évêque de Béziers que je n'avais peut-être pas cité, il est resté célèbre dans l'histoire à cause de ça. C'est une triste façon de se rendre célèbre dans l'histoire, sachant que effectivement toutes ces pauvres personnes ont été massacrées. Et c'est ce qui est arrivé également, je le redis, à ce qui est arrivé aux personnes de la démocratie dans les années 322 avant Jésus-Christ. Pourquoi 322? Parce que ça correspond à l'époque où tous ces gens ont été finis de se faire massacrer. Et où Philippe de Macédoine donc meurt, et c'est son fils Alexandre qui va prendre la suite et qui va paradoxalement, en tant qu'oligarque et en tant que chef de guerre et en tant que chef tout court, paradoxalement c'est lui qui va faire la promotion de la démocratie partout où ses armées vont passer. C'est une chose mal connue, mais pourtant vraie et qui est attestée. Et il va faire cette promotion un peu comme Napoléon a fait la promotion des idées de la Révolution française en allant jusqu'à Moscou, quoi. Donc il va se passer cette osmose. Oui, quelqu'un m'a dit quelque chose. Non, c'est tout bon. Et donc il va se passer cette osmose entre ce grand voyageur et grand militaire que fut Alexandre dit le Grand et les peuples qui vont être visités par lui, hein. Donc cette conquête, c'était pas des massacres, c'était pas pour accumuler des biens, c'était pour justement répandre la pensée hellénique. Et sachant que Alexandre avait eu comme précepteur, hein, je ne voudrais pas vous dire trop de bêtises, mais je crois que c'est Diogène, il me semble qu'il avait ou même Socrate, je ne sais plus lequel des deux, on me pardonnera, mais il a eu comme précepteur des gens de très très haut niveau quand il était enfant. Donc il était lui-même, il avait baigné dans la démocratie, hein. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire. Alors, on a parlé de la Turquie. Alors, moi, ce que je remarque aussi, c'est que les hostilités, elles sont encouragées chez nous partout, dans les médias. Alors, vous ouvrez la télé, etc. Vous êtes un mauvais Français si vous n'êtes pas d'accord pour partir à la fleur au fusil, combattre sur le terrain ukrainien. J'ai même vu Madame Macha Merrill, hein, pour ceux à qui ça dit quelque chose, elle, plus toute jeune, cette dame. C'est une actrice. D'origine russe, puisqu'elle s'appelait Gagarine, je crois, hein, de son vrai nom.
de jeunes filles. Et donc, cette dame, elle dit quoi? Elle dit, il faut que les petits Français, les petits piou-piou français, n'hésitent pas à aller se porter secours aux piou-piou ukrainiens. Et s'il le faut, il était leur vie. Alors, c'est déjà pas mal qu'elle dise ça, mais en plus, c'est assez paradoxal, puisque les piou-piou ukrainiens, ils pensent qu'à une seule chose, c'est de déserter et rejoindre la France, quoi. Donc, il y a une sorte de vase communicant qui se passe pas bien, là, un truc qui marche pas bien. Et donc, il y a des gens qui vont jusqu'à prôner l'idée d'envoyer des soldats français sur des terrains d'opération qui n'ont rien à voir avec nos intérêts, quoi. Donc voilà, et ça, c'est toute la journée. Alors, c'est toute la journée, toute la journée. Y a-t-il Eh bien, moi, je pourrais vous dire que actuellement la propagande bat son plein, évidemment, sur le service public. Par exemple, sur la 2, n'attendez pas à avoir vos programmes habituels. Ils peuvent être coupés à n'importe quel moment pour parler de la guerre. Hier, ça a été le cas. Ça a commencé à 9h et ça a fini aux alentours de minuit. Je me demande qui a la capacité de rester aussi longtemps devant son poste de télé pour regarder de telles futilités. Une belle opération de diversion pour que les Français arrêtent de penser à leurs problèmes de la vie quotidienne et comment finir leur fin de mois. Et surtout pour cacher toute la corruption et tous les fonds qui ont pu être détournés, comme les fameux 50 milliards de Bruno Le Maire, dont on n'a toujours pas retrouvé la destination. Oui, et puis pour cacher aussi la fausse pandémie, et puis à savoir si madame et monsieur, ou madame, enfin voilà, au niveau présidentiel. Puis-je prendre la parole, s'il vous plaît? Oui. Évidemment, avec plaisir. Alors, c'est moi qui ai fait du bruit tout à l'heure, parce que tout d'un coup, à bout de souffle, d'entrevoir toutes ces nouvelles un peu bizarres, je me suis mis à respirer. Et donc ça a fait un peu comme du bruit, comme si quelqu'un voulait parler. Et je voudrais vous parler de cela. Je m'invite et je vous invite à respirer comme si tout était déjà en place, la véritable démocratie, le bonheur de chacun et de chacune, que chacun soit à sa place et œuvre pour le bien commun. Respirons, inspirons et soufflons comme si tout cela était déjà présent, et cela favorisera grandement les événements joyeux à venir. Merci beaucoup. Merci. Alors, je voudrais juste compléter en creux, puisque tu nous annonces des choses joyeuses. Tu as tout à fait raison. En attendant, dans la liste des effets secondaires de la présentation de la guerre à la télé, on peut rajouter celle-ci, c'est que il va falloir être très fort vis-à-vis des Français pour les convaincre de remettre leur épargne à l'effort de guerre. Ça, c'est quelque chose qui est en travaux, si je puis dire. Ils sont en train de nous préparer ce genre de choses. Ils l'ont déjà dit. Hein, ils ont dit qu'ils allaient effectivement demander aux Français de bien vouloir participer à cet effort-là. Alors évidemment, ça veut dire passer à la caisse. Hein. Est-ce que ce passage à la caisse sera, comment dirais-je, spontané, c'est-à-dire que ce sera aux Français de bien vouloir donner leur argent, ou est-ce qu'on va leur dire ne vous occupez de rien, on va vous ponctionner, vous allez voir, vous n'allez rien sentir. Donc c'est plutôt cette deuxième solution vers laquelle les choses se penchent. Mais les Français ont plutôt peur de ça. Aujourd'hui, c'est ça. Donc c'est la ruée vers les banques pour retirer son épargne, tout simplement. Hein. Si on doit se la faire voler, on préfère se la mettre sous le matelas en attendant que les choses se tassent. Or, les choses vont forcément se tasser puisque cette fameuse guerre à 800 milliards, elle n'aura lieu que si on atteint les 10 années qu'il va falloir pour réarmer, c'est-à-dire retrouver une armée digne de ce nom. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut 10 ans. Donc ces 800 milliards, c'est pour quelque chose à terme, 10 ans. C'est pas pour tout de suite, parce que tout de suite, si on envoie nos piou-piou, ils vont se faire exploser. Ça va faire voilà. Et on n'est pas du tout équipé, quoi. C'est pas bon. Donc on n'en a pas besoin tout de suite. Par contre, vous livrez un plan selon lequel on va vous ponctionner votre argent sur 10 ans pour, soi-disant, faire la guerre. Mais si dans 10 ans, il n'y a pas besoin de faire la guerre, eh ben on en fera autre chose de cet argent. Mais nous le rendra-t-on? J'ai pas l'impression. Donc ça veut dire qu'il y a une arnaque à terme qui se joue à terme et qui est très pénible à supporter, au moins autant que les images de guerre qu'on nous met sur le téléviseur. Voilà ce que je voulais repréciser. Alors il existe des communications de guerre, comme il existe une économie de guerre. Hein. Une communication de guerre, c'est évidemment des choses, des mots qu'on appelle de la propagande, hein, bien sûr. Et puis, c'est des gens qui sont censés poser des questions à des auditeurs de radio ou de télé qui arrivent au téléphone et qui parlent.
et on les empêche de répondre, ou alors il y a toute une façon de les interroger de telle sorte qu'il n'y a jamais d'avis qui soit donné, qui soit contre l'avis général qui doit sortir du poste de télé ou de radio. Donc ça, c'est quelque chose de mécaniquement étudié à l'avance, qui nous est servi avec beaucoup de talent par des gens qui sont des présentateurs et des présentatrices sympathiques, qui avaient une excellente réputation et qui l'ont encore, je sais pas pour combien de temps, mais qui l'ont encore aujourd'hui, et c'est sur cette réputation qu'on leur prête foi ou qu'on leur prête pas foi. Des gens qui téléphonent, ils disent tous merci de me prendre à l'antenne, j'écoute ce que vous faites, c'est formidable, continuez. Continuez, on vous écoute. Donc on sent bien qu'au travers de cette liaison radiophonique, il y a toute une partie de la population française qui ne respire, comme Jean-Pierre, que par ce lien-là. C'est-à-dire que il y a que ce lien qui les ramène au réel, et c'est extrêmement triste parce qu'il y a d'autres sources d'informations bien sûr, mais tous ne les ont pas, tous n'ont pas l'idée d'y aller, tous n'ont pas le temps non plus, et je ne dirais pas que tous n'ont pas la capacité à comprendre, car ça serait une hérésie formidable de notre part à nous, ce Conseil national de transition canal historique, de dire qu'il y a des gens qui sont pas capables de comprendre. C'est faux. Tout le monde est capable de comprendre, à condition qu'on explique bien dans le bon sens, comme on dit. Voilà. Alors c'est tout ça. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Eh bien, avant de passer la parole à Jean-Pierre, je voudrais vous demander si vous avez connaissance du nom de l'opération visant à ponctionner l'épargne des Français. Non, vous savez pas? Eh bien, ça s'appelle Opération Vaseline. À toi, Jean-Pierre. Pardon. Alors, merci Sylvain pour l'humour. Vous m'entendez là correctement, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors, je m'invite. Et j'invite tous les véritables Françaises et les véritables Français à placer toutes leurs économies, comme je l'ai fait, et c'est pour ça que j'en ai pas, alors je me fais pas trop de soucis, sur l'effort de paix, à savoir, achetez-vous des bouquins sur la véritable compassion, sur les méthodes de communication non violente ou bienveillante, etc. Placez toutes vos économies, et franchement, ce sera rentable. Un jour, vous aurez les bénéfices de cela sur tous les véritables organismes qui œuvrent pour une paix réelle sur Terre. Merci d'avoir entendu et merci d'œuvrer. Nous avons le pouvoir, en choisissant nos aliments, en choisissant nos vêtements, en choisissant toute notre façon de vivre, nous avons le pouvoir d'œuvrer pour la paix. Merci d'avoir entendu. Alors, on va peut-être boucler. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvain. Si vous avez encore un petit mot à dire, il n'y a aucun problème. Ah oui, un petit mot pour dire que tout ce que nous disons là, on peut le formaliser. On le formalisera désormais dans un texte qui va se joindre une fois tous les 2 mois environ, lors des envois faits par mail à tous nos adhérents, où on leur donne un certain nombre d'instructions, d'informations, et pourquoi pas une newsletter qui reprend les thèmes de ce que nous sommes amenés à dire en soirée, que ce soit les lundis, les mercredis ou les vendredis. C'est avis donc à ceux qui nous écoutent et qui disent vous n'êtes pas allé assez loin, ou vous avez dit qu'il y aurait un premièrement, un deuxièmement, on n'a pas entendu le deuxième. Bon, ça peut nous arriver, on n'est pas infaillible du tout, et on n'échappe pas non plus, on cherche pas à s'échapper des réponses aux questions que nous posons nous-mêmes. Donc on essaiera d'être plus complet sur ces newsletters. Voilà ce que je voulais dire. Et avant de saigner, alors peut-être Bruno, tu veux dire? Je veux rajouter une petite chose pour finir avec un petit peu d'humour, c'est que tous ces oligarques et tous ces politiciens corrompus et hostiles, eh bien, grâce au Conseil national de transition français canal historique, bientôt, eh bien, ils l'auront dans le baba, comme dirait si bien Cyril Hanouna, malgré des affiches satanistes. Eh bien voilà, cette émission est en train de toucher à sa fin. Il est donc temps pour nous de vous remercier de votre fidélité. Je vous rappelle que le CNTF-CH est totalement indépendant, et de façon à pouvoir continuer à vous informer ou envoyer des lettres, eh bien nous comptons sur votre aide, votre bon vouloir, et pour nous soutenir, eh bien c'est sur notre site internet que cela se passe, www.conseilnational.fr, www.conseilnational.fr. Excellente fin de journée et rendez-vous mercredi.